Euh, YouTubiens et YouTubiennes, bonjour, bienvenue, vous nous rejoignez pour ce direct sur Twitch. Alors, pour vous, c'est le début de la vidéo. Pour nous, on a déjà pas mal papoté, hein. Sachez que les intros de ces lives, normalement, enfin pas normalement, hein, les intros de ces lives sont réservés à Twitch. Nous ne mettons que les analyses sur YouTube. Or, dans l'intro, on s'est laissé dériver sur un débat fascinant sur les réseaux sociaux. Est-il responsable de continuer à diffuser en direct sur Twitch, une plateforme qui appartient bien sûr à Jeff Bezos? Est-il responsable de mettre en ligne ses vidéos sur YouTube, évidemment une plateforme qui appartient à Google? Sommes-nous prisonniers et prisonnières, chacune d'entre nous, des contingences sociales, ou faut-il chercher à s'en abstraire? Quid, bien sûr, d'un Twitter européen? Quid d'un Twitch financé par l'Union européenne? Serait-ce possible, viable, souhaitable même? Je ne sais pas. Eh bien, voilà, nous en avons discuté. Si vous voulez retrouver ces discussions en direct et ne pas manquer une miette de ces streams, comme on dit dans le jargon, eh bien, vous pouvez nous rejoindre sur Twitch tous les lundis, mercredis et vendredis matin. J'en profite pour vous dire que voilà, là, on attaque la partie, évidemment, analyse politique. YouTube, sache que, oui, Twitch, c'est un ton un peu particulier. On prend le temps, on discute, on papote, nous jouissons du plaisir d'être ensemble, quelque part. Donc, ça peut traîner. Parfois, on cherche un peu exactement ce que l'on veut dire. La pensée peut errer avant de se fixer sur un cap précis. Donc, si tu apprécies quelque part ce temps long, ce temps de la recherche, ce temps de la tranquillité, eh bien, bienvenue. J'espère que cette vidéo te plaira. Et si cela t'est insupportable, eh bien, écoute, aucun problème. Je vous donne rendez-vous à toutes et à tous le dimanche pour ma chronique France Info sur un format qui vous est peut-être davantage familier. Vous voyez, comme ça, il y en a pour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons commencer par écouter Marc Fesneau, incroyable mais vrai, le ministre de l'Agriculture qui était invité ce matin d'Europe 1. Enfin, je dis Europe 1 pour éviter de trigger une partie d'entre vous, mais on va être franc, hein. C'est Europe 1 CNews, hein. C'est Romain Desarbres qui interviewait Marc Fesneau. Le chat dit, n'hésitez pas à aller sur Instagram, il y a des Reels également. C'est vrai. Grâce à Pemf, hein, qui fait tous nos montages. Hop là, voilà, le casque est mis. Toc. Donc oui, effectivement, si vous voulez des extraits de ces lives sans avoir à subir, ou à profiter, qui sait, de ces heures et ces heures de direct, nous postons des replays sur les réseaux sociaux. Mais pas sur Mastodon. Bien, on ne repart pas là-dedans. Alors, eh bien écoutez, on va écouter Marc Fesneau. Un quart d'heure d'interview, on va essayer d'aller vite. Alors celles et ceux qui vous demandaient qui est donc AOC, ça n'est pas Alessandra Ocasio-Cortez, d'ailleurs je crois, mais c'est évidemment Amélie Oudéa-Castéra qui était en interview ce matin sur Bonjour, sur TF1. On fait pas LinkedIn non plus. Allez, c'est parti, écoutons Marc Fesneau. Comme vous le savez, petit rappel, hier, Gabriel Attal a fait de nombreuses annonces en faveur des agriculteurs et des agricultrices. 400 millions d'euros qui sont mis sur la table pour les soutenir. Ils promettent d'appliquer davantage la loi Egalim qui est censée rééquilibrer les négociations commerciales entre distributeurs et agriculteurs en faveur des agriculteurs et des agricultrices et garantir un prix d'achat qui soit un prix décent. Et puis, surtout, le plan Éco-Phyto qui a été mis en pause pour permettre le plan Éco-Phyto qui vise à diminuer de 50% d'ici 2030, donc c'est demain, 2030, hein, le plan Éco-Phyto qui vise à diminuer de 50% d'ici 2030 l'utilisation d'intrants de synthèse, donc de produits phytosanitaires, dans l'agriculture. Et c'était une revendication de la FNSEA, mais pas de la Confédération paysanne, ou Confédération agricole, Confédération paysanne. Le gouvernement a cédé sur ce point. Comment Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, va-t-il défendre ces questions? Alors, j'en profite quand même pour vous dire. Regardez. Ah, ça c'est intéressant. Nous sommes au lendemain... Attendez, je repasse en plein écran. Nous sommes, regardez, hein, nous sommes au lendemain
d'annonces très importantes faites par Gabriel Attal en faveur des agriculteurs et des agricultrices. Des annonces qui font d'ores et déjà polémique, puisque un grand nombre d'acteurs politiques accusent, à commencer bien sûr par les écologistes, accusent le gouvernement d'avoir cédé à la FNSEA au prix de l'environnement et accusent le gouvernement d'avoir acté un recul sans précédent de la protection de l'environnement en France. Et tout ça pour une mesure qui, en fait, ne favorise même pas réellement les agriculteurs et les agricultrices eux-mêmes et elles-mêmes. D'ailleurs, la Confédération paysanne ne demandait pas la suspension du plan Écophyto parce qu'on sait que les intrants de synthèse sont responsables d'une prévalence terrible du cancer chez les agriculteurs et les agricultrices, qui sont les premières victimes, bien sûr, de l'impact de ces produits sur la santé. Donc cette décision, elle est contestable, elle est contestée. Après, bon, je vous laisse à vos opinions, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que le ministre de l'Agriculture vient rendre compte de cette décision, non pas sur France 2, mesdames, messieurs, il aurait pu aller dans les 4 vérités. Il n'est pas non plus allé sur France Info ou France Inter, il aurait tout à fait pu le faire. Il n'est pas allé même sur RTL, comme ça aurait été possible, ou sur BFM TV, ou sur LCI, qui sont à chaque fois des antennes très écoutées. Non, il est allé sur CNews. Il se trouve qu'il y a quelques semaines, CNews avait retourné son logo en soutien aux agriculteurs et aux agricultrices. La chaîne de télévision CNews avait retourné son logo pour afficher son soutien aux agriculteurs et aux agricultrices. On en avait déjà parlé sur cette chaîne, et j'avais déjà dit à quel point est-ce que c'était choquant et à quel point est-ce que c'était une rupture d'une exigence fondamentale pour les chaînes qui font de l'information, l'exigence de pluralisme. La chaîne doit garantir l'expression du pluralisme dans le traitement de l'information. Et peut-il y avoir du pluralisme quand une chaîne, en l'occurrence CNews, affiche son soutien global, collectif, à un mouvement social? Et j'avais pris cet exemple, j'avais dit, mais rendez-vous compte, CNews qui retourne son logo en soutien aux agriculteurs et aux agricultrices, c'est exactement la même chose que si, pendant le conflit sur les retraites, LCI avait barré son logo d'une banderole avec marqué « 64 ans, c'est non ». J'avais dit, c'est la même chose, on aurait trouvé ça fou. Et tout le monde se serait dit, mais attendez, tout le monde se serait dit, par exemple, imaginez LCI, on est en plein conflit sur les retraites, décide d'apporter son soutien au mouvement contre la réforme des retraites et barre son logo dans 64 ans, c'est non. Et 2 semaines plus tard, LCI invite Philippe Martinez à venir s'exprimer. Que n'aurait-on pas entendu? Tout le monde aurait dit, mais c'est un scandale. Mais c'est un scandale, évidemment qu'on va lui dérouler le tapis rouge, évidemment que ça va pas être une interview, ça va être un meeting, c'est un scandale. La neutralité des journalistes, où est-elle? Le pluralisme de la chaîne qui doit garantir justement que les acteurs et actrices politiques aient en face d'elle et en face d'eux une interrogation dure, serrée, exigeante, des journalistes capables de porter la contradiction. C'est inacceptable, bien sûr. Eh bien, c'est ce qui se passe. Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, au lendemain d'un plan dans lequel le gouvernement a cédé totalement aux exigences de la FNSEA, totalement, à la fois sur le plan financier, 400 millions d'euros qui sont mis sur la table, et sur le plan environnemental, avec le plan Écophyto qui est suspendu, eh bien, Marc Fesneau vient rendre compte de ce plan, non pas sur le service public, France Info, France Inter, France 2, non pas sur une chaîne d'information qui a su garder son exigence de pluralisme sur cette question, BFM TV, LCI, il va chez CNews. Alors, remarque pour celles et ceux qui disent France Info, c'est plein de journalistes militants. En fait, déjà, journaliste militant, ça veut rien dire. Hein. Là, vous vous êtes fait totalement intoxiquer. En fait, aucun journaliste n'est neutre. La neutralité journalistique n'existe pas. Hein. Il faut le rappeler. Mais ça n'existe pas, journalisme neutre. Ne serait-ce que décider l'ordre dans lequel tu vas traiter les sujets, c'est déjà, en fait, avoir un point de vue. Tout journaliste a toujours un point de vue. Hein. Donc, et puis surtout, ça n'est pas la même chose. Attention, hein. Ça n'est pas la même chose quand une chaîne a sur son antenne des acteurs qui assument un point de vue. Un éditorialiste, par nature, il assume un point de vue. Moi, les analyses que je produis sur France Info, elles sont le fruit d'un point de vue. Attention, j'essaye de m'astreindre à une exigence
d'honnêteté et de rigueur. C'est-à-dire d'honnêteté, de dire de donner le produit de mes analyses, quand bien même ça pourrait ne pas plaire à certains, et, et d'exigence, c'est-à-dire de fonder mes analyses sur des données, des rapports et des études de chercheurs et de chercheuses, et pas simplement de jeter en l'air des élucubrations. Bon. Mais mon analyse reste le fruit d'un point de vue, mais comme le sont toutes les analyses politiques par définition. Et donc, que sur une chaîne, vous ayez des journalistes ou des analystes ou des intervenants ou des débatteurs ou des polémistes qui ont un point de vue, c'est normal. Que tous les journalistes de la chaîne aient un point de vue qui converge dans la même direction, c'est plus embarrassant. Mais que la chaîne elle-même affiche son soutien à un mouvement social, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même chose. Là, l'exigence de pluralisme, elle est objectivement perdue. Objectivement, même sacrifiée d'ailleurs. C'est très différent. Ces précautions, enfin ces remarques préliminaires étant faites, écoutons ce que dit Marc Fesneau et surtout comment il est interrogé sur Europe 1 CNews. Bonjour Marc Fesneau. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire de la France et Dieu sait que ce n'est pas anodin. Vous êtes ministre de l'Agriculture depuis 1 an et 8 mois. Juste pour répondre au chat, une chaîne c'est comme un journal? Non, non. Les chaînes de télévision et les organes de presse ne sont pas soumis aux mêmes règles. Les organes de presse sont réglés par la loi sur la presse, dont j'oublie tout le temps la date, mais je crois que c'est 1880, en tout cas c'est la fin du 19e siècle, alors que les chaînes de télévision, dans leur segment d'information, donc pour une chaîne d'information c'est toute la chaîne, hein, les chaînes de télévision dans leur segment d'information sont régies par la loi Léotard qui date des années 80. Donc non, l'exigence de pluralisme qui s'impose aux chaînes de télévision ne s'impose pas aux organes de presse. 8 mois, vous vivez l'une des plus graves crises agricoles que la France ait connues. Ce matin, la plupart des barrages sont levés. Vous vous rendrez cet après-midi dans l'Hérault, puis dans le Gard, pour présenter des mesures concrètes aux viticulteurs. Avant de rentrer dans le détail de ces mesures, est-ce que vous considérez que cette crise est derrière vous, derrière nous, ou est-ce que vous êtes en sursis jusqu'au Salon de l'Agriculture dans 3 semaines? Le moment de la crise le plus visible, manifestement, compte tenu des consignes qui ont été données par un certain nombre de syndicats, est plutôt derrière nous. Notez que c'est pas tout à fait un hasard si Gabriel Attal a cédé sur autant de tableaux hier, hein, souvenez-vous. Hier, c'est aussi le jour où plusieurs convois d'agriculteurs convergeaient en tracteur vers Rungis avec l'objectif affiché d'affamer Paris. Bon, si tu veux, dans le rapport de force, là, dans le rapport de force, ça commence à devenir chaud, quoi. Mais les sujets de la crise, les sujets que nous avons à traiter et qui ont émergé dans cette crise, ils sont encore devant nous. Vous voyez bien qu'il y a des sujets qu'on a traités immédiatement, des sujets, on y reviendra sur un certain nombre de filières, sur des simplifications immédiates. Mais on sait très bien que les simplifications, il faut en produire d'autres. Nous avons aussi des débats européens. Nous avons aussi des sujets législatifs qui viendront dans le texte que je porterai sur l'orientation agricole. Donc, la partie la plus éruptive ou la plus visible pour chacune et chacun d'entre nous, peut-être pas. Vous avez éteint l'incendie, il va falloir reconstruire. Non, mais moi, je crois que les agriculteurs ne nous ont pas donné un quitus pour l'éternité, si je peux dire. Ils nous ont dit, on a entendu les mesures. C'est pas ce qu'on a compris, effectivement. Ils nous ont dit, donc il faut être lucide. Vous voyez, j'essaie de faire un exercice de lucidité. Ils nous ont dit, on a compris les premières mesures qui ont été prises. On vous en donne acte ou gage. Mais il y a des tas d'autres choses à traiter. Il y a des sujets européens aussi. Bon, il est prudent, hein, Marc Fesneau, ici. Hein. Il est prudent, évidemment. Il sait qu'il ne peut pas se permettre d'être triomphaliste parce que même si, effectivement, les barrages refluent, déjà, d'une part, ils ne sont pas tous levés. Et donc, c'est pas le moment de venir fanfaronner sur CNews. Et puis, d'autre part, effectivement, le mouvement pourrait tout à fait repartir. Donc, vous voyez, pour reboucler sur le pluralisme dont je parlais tout à l'heure, là, il y a une vraie question, c'est comment sera-t-il interrogé? Les questions seront-elles suffisamment exigeantes? Rencontrera-t-il suffisamment de pugnacité de la part du journaliste? Et comment le journaliste va-t-il traiter les questions, notamment environnementales? Voyons cela.
qu'on aura traité. Donc l'idée n'est pas de lever le pied, l'idée est plutôt d'accélérer sur les mesures telles qu'elles ont été annoncées par le Premier ministre, aussi par le Président de la République, les intentions qu'il a données sur les questions européennes. Les agriculteurs qui attendent des engagements écrits, quand est-ce que vous allez les ils ont été donnés aux syndicats hier sur ce qui a été, en fait, ça a repris les annonces du Premier ministre. Moi, je me sens dépositaire de ce que nous avons dit durant cette crise, de ce qui a été dit durant cette crise, et de faire en sorte que, petit à petit, l'ensemble des sujets qui ont été mis sur la table soient résolus. Alors, les aides, on va commencer par les aides. Entre les premières annonces vendredi dernier et celles que... C'est vrai qu'il n'a pas l'air serein. Il y a eu beaucoup de promesses. Ces promesses ont un coût. 400 millions d'euros au total. On va y revenir. Vous avez promis 150 millions d'euros pour les éleveurs. Comment... C'est juste, pardon, sur l'infographie. Bon, 400 millions au total, voilà, on en a parlé. Remboursement partiel des taxes sur les carburants non routiers. Renforcement des lois Egalim. Le gouvernement lâche du lest sur les phytosanitaires. Vous voyez, lâche du lest, c'est-à-dire que dans la formulation, tu t'expliques déjà que les phytosanitaires, c'est ce qui pèse. Tu vois on a déjà un indice sur comment va être posée la question. Cette somme va-t-elle être répartie, 150 millions chez les éleveurs? C'est une somme qui va être répartie sur en fait, des allègements fiscaux et des allègements sociaux qui permettent au fond... C'est de la trésorerie qu'on dégage immédiatement. Quand vous avez un stock... C'est un chèque versé? Oui, c'est comme ça que ça se passera. Quand vous avez un stock d'animaux, vous êtes taxé sur le stock et tant que vous l'avez, vous êtes taxé alors que... Marc Fesneau, ça n'a jamais été un grand défenseur de l'environnement sur ces questions-là. Effectivement, il est constant. En fait, il vaudrait mieux être taxé à la sortie quand vous le vendez. Et donc, c'est une incitation à garder le troupeau, à lutter contre la décapitalisation. Puis, c'est un signe important pour les éleveurs, en particulier bovins, parce qu'on sait que c'est un secteur qui souffre... depuis des années, qui a besoin d'être conforté dans son rôle de souveraineté et aussi d'être donc ça ira en majorité à l'élevage bovin. C'est l'élevage bovin, oui, principalement. 400 millions d'euros au total, plus les aides pour le GNR, vous confirmez ces chiffres? Oui, alors les aides pour le GNR, c'est une avance de trésorerie. En fait, comme vous savez, le 600 millions au total. Et puis après, vous êtes remboursé en fin d'année, voire un peu plus tard. Là, l'avance de phase, à part le guichet a été ouvert hier. C'est une avance de trésorerie. Aux annonces qui avaient été faites par le Premier ministre en moins de 8 jours. Le guichet a été ouvert hier, vous pouvez... Agriculteurs, le gouvernement sort le chéquier. Bon, je reviens pas sur... Parce qu'en vrai, les agriculteurs et les agricultrices témoignent réellement d'une situation absolument invivable. Mais voyez que Bruno Le Maire, qui, quand on lui disait, mais monsieur le ministre de l'Intérieur, enfin de l'Intérieur, pardon, monsieur le ministre de l'Économie, les Français ont faim, qu'en est-il du chèque alimentaire? Et qui disait, je n'ai pas les moyens de faire un chèque alimentaire. Mon rôle, ce n'est pas de faire des chèques en bois. Une semaine plus tard, le gouvernement sort 400 millions d'euros pour aider les agriculteurs et les agricultrices qui en ont bien besoin. Mais bon, ça vous montre que, vous voyez, pas de chèque en bois, manifestement, quand il y a besoin, il y a le chéquier. Vous pouvez vous faire rembourser à peu près 50% de ce qui était votre déficit. Après, c'est pas de l'argent magique, ça pèse sur les finances publiques. Et encore une fois, ça présume pas de ce qu'il faut penser de ce soutien à l'agriculture française. Les agriculteurs et les agricultrices vraiment en avaient besoin. Mais vous voyez, ça vous montre que quand on vous dit « je n'ai pas l'argent », non, il faut entendre « je ne veux pas l'affecter à ce poste ». Ça n'est pas ma priorité. C'est pas non plus énorme. 400 millions, c'est pas énorme. Par ailleurs, vous avez raison. 400 millions. Alors, je vous donne ce tips, ok? Je vous donne ce tips. Notez-le dans un coin de votre tête. Notez-le dans un coin de votre tête et souvenez-vous-en toujours. En France, compte tenu du PIB de la France, 2000 milliards d'euros et du budget de l'État, en France, quand une décision se chiffre en millions d'euros, c'est une insulte. Quand on vous dit « j'ai dégagé 2 millions d'euros », c'est une insulte. 2 millions, c'est même pas le début du commencement d'une goutte d'eau. Donc quand une décision se chiffre en millions d'euros, c'est une insulte. En dizaines de millions d'euros, c'est un symbole. Une décision qui coûte 50 millions d'euros, à l'échelle du budget de l'État, c'est un symbole. Donc c'est symbolique. Donc en millions, c'est une insulte. En dizaines de millions, c'est un symbole. En centaines de millions d'euros, là, ça devient une décision tangible. Là, ça devient une décision tangible, concrète. Tu fais des choses avec des centaines de millions d'euros. Et en milliards, là, c'est une priorité. Donc, on parle d'argent public, évidemment qu'à l'échelle individuelle, 1 million, tu sais quoi en faire. Mais quand on parle de budget de l'État, donc retenez toujours ça. Quand vous entendez, vous vous rendez compte, on a mis 25 millions d'euros sur la table
pour aider tel segment de la population. 25 millions d'euros, c'est un symbole, c'est symbolique. Hein. À l'échelle du budget de l'État, c'est une goutte d'eau, ça n'est rien. Quand ça se chiffre en millions d'euros, c'est une insulte. On vous insulte. Si on vous dit non, mais on a dégagé 5 millions d'euros supplémentaires pour les enseignants, c'est qu'on vient de vous cracher au visage. Hein. 5 millions d'euros, c'est une insulte. En centaines de millions, ça devient tangible, ça devient une authentique décision. Et en milliards, c'est une priorité. Donc 400 millions d'euros, c'est pas rien, mais c'est pas non plus énorme à l'échelle du budget de l'État. Est dû par l'État, c'est 200, oui c'est ça, c'est 200 millions à peu près d'euros qui vont aller dans les exploitations. Donc 400 millions plus 200 millions. Qui est une trésorerie avancée, absolument. Donc, Bercy et Bruno Le Maire pour... vous vous doutez bien que si nous avons fait ces annonces, je avait dit que c'était la fin du quoi qu'il en coûte. Oui. Pour sortir le chéquier là. Vous voyez... Alors pareil, hein, le quoi qu'il en coûte, manifestement, la fin du quoi qu'il en coûte, le quoi qu'il en coûte, c'est pas fini au même moment pour tout le monde. Hein. Vous voyez bien que dans un certain nombre de cas, on avait besoin de toute façon de mesures conjoncturelles, voire structurelles. Vous prenez le cas de la viticulture. On met 80 millions de mesures conjoncturelles pour faire face à la crise et puis 150 millions qui visent à faire quoi? À restructurer notre vignoble et à le préparer pour l'avenir. C'est pas un mauvais investissement quand c'est sur du moyen long terme. Et c'est ça ce qu'on a essayé de travailler aussi, c'est-à-dire d'avoir des mesures de court terme. Enfin, je vous ai lu, je l'ai pas écouté. De long terme. Alors, une question sur la méthode du gouvernement Fesneau. Ce sont des mesures d'urgence que vous avez annoncées depuis vendredi dernier. Mais pour que ça fonctionne, personne n'est dupe. Il faut changer le plan européen. Sur le plan européen, c'est à Bruxelles que ça se passe. Le président dit qu'il faut un égalim européen. La France a les moyens de ses ambitions quand en France, il aura fallu des dizaines de milliers d'agriculteurs dans la rue pour tenter de faire respecter la loi Egalim. D'abord, donc la loi Egalim, encore une fois, hein, j'espère que Marc Fesneau va rappeler ce que c'est, parce que moi-même, je ne suis pas suffisamment au point, mais la loi Egalim, c'est celle qui doit garantir une bonne rémunération, en théorie, des agriculteurs, agricultrices, éleveurs, éleveuses, dans les négociations avec la grande distribution, enfin avec le reste de la filière de distribution. D'abord, rappelons que c'est la France et elle seule qui a monté Egalim, et c'était sous l'impulsion du président de la République en 2017, et qui est venu rompre avec ce qui était la loi de modernisation de l'économie, fameuse loi LME. Et donc, c'est nous qui avons pris l'initiative. Attendez, hein. Je reviens. Loi de modernisation de l'économie. Parce que là, j'ai un... Attendez. J'ai un... Ah non, ok. Autant pour moi, j'ai rien dit. C'est bon, fausse alerte. On est reparti. En France, de la loi Egalim. On s'est rendu compte que les premières années, ça avait plutôt bien fonctionné, mais que dans le contexte inflationniste, un certain nombre de gens, soit par... J'en ai marre d'être imprécis sur cette question. Hop. Allez, le chat, c'est parti. Loi Egalim. Il doit y avoir, j'imagine, une... Alors... Loi Egalim 1. Loi... Tout comprendre de la loi Egalim 2. Tout refusé. Ok. Alors, parfait. F11, on va lire ça ensemble. Hop, on fait un peu de pédagogie. Même plus que de pédagogie, on fait de l'apprentissage, parce que depuis le début, moi, je ne suis pas assez au clair sur cette question. Tout comprendre de la loi Egalim 2. La loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs a été adoptée en octobre 21. Ok, donc j'étais bien dedans. Cette loi vient compléter et renforcer la loi du 30 octobre, dite loi Egalim, dont l'objectif était d'améliorer l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire. Issue des États généraux de l'alimentation, la loi Egalim a constitué une avancée importante pour une meilleure répartition de la valeur le long de la chaîne agroalimentaire. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, hein, pour essayer de rééquilibrer la distribution de la valeur en faveur des agriculteurs et agricultrices. Elle a notamment permis d'inscrire dans les pratiques de nouveaux modes de négociation en inversant la construction du prix et d'encadrer précisément les modalités et le contenu de la contractualisation écrite. En inversant la construction du prix. Je me demande si ça, c'est pas... Parce que pendant un temps, on fustigeait les négociations à la baisse, où en fait, tu négociais les prix avec des enchères à la baisse, où c'était les agriculteurs qui acceptaient de vendre toujours moins cher, et non pas c'est ça, hein, je crois. Hein. La vidéo a switché de langue d'un coup. Oui, elle a crié, ça existe. Wikipédia souligne l'échec de la loi, la distribution des marges. Alors, ok. Ce nouveau paradigme a permis une révolution, changer l'état d'esprit des relations existantes le long de la chaîne alimentaire en impulsant une dynamique collective et vise à renforcer la logique de la construction des prix
alimentaire en marche avant, c'est-à-dire à partir des coûts de production des agriculteurs. Ok, ces coûts doivent être répercutés tout au long de la chaîne agroalimentaire, de l'amont agricole à l'aval, de la production jusqu'à la transformation et la commercialisation de ces produits. La loi intervient un volet amont et un volet aval. Ok. Donc l'idée, c'est que quand les agriculteurs subissent une augmentation de leurs coûts, par exemple à cause des coûts de l'énergie, ça doit se répercuter sur le prix de vente. Mieux protéger la rémunération. Waouh, ok, bon là, un mécanisme de révision, ouais, c'est un peu long. Ok. Rendre non négociable. Ah, tiens. La part de la matière première agricole dans le prix des produits. Putain, leur site, il est perturbant. Ok, bon, donc c'est bien. On va pas rentrer dans le détail, c'est trop complexe, mais c'est bien la loi qui est censée assurer la meilleure rémunération des agriculteurs et agricultrices. Loi dont tout le monde dit qu'elle n'est pas suffisamment appliquée. Et ce qu'a cédé le gouvernement hier, c'est justement de la renforcer, de l'appliquer davantage, voire d'essayer de la faire adopter à l'échelle européenne. Je travaille pour la restauration collective, impossible à tenir actuellement. Les collectivités en sont touchées et les budgets ne bougent pas. Les établissements ont du mal à tenir les exigences. 50% de produits à haute valeur environnementale. Ah, c'est intéressant ça, dans le chat. Par des centrales européennes, soit par d'autres voies, détourner Egalim. Qu'est-ce que ça dit aussi? Ça dit que ce que nous avons porté, nous, de la rémunération, et ça a été porté par le président de la République. Ok, donc il y a la loi Egalim, elle peut être détournée. Et donc c'est nous qui avons pris l'initiative en France de la loi Egalim. On s'est rendu compte que les premières années, ça avait plutôt bien fonctionné, mais que dans le contexte inflationniste, un certain nombre de gens, soit par des centrales européennes, soit par d'autres voies, détournaient Egalim. Qu'est-ce que ça dit aussi? Ça dit que ce que nous avons porté, nous, de la rémunération, et ça a été porté par le président de la République dans ses différentes campagnes, ça a plutôt fonctionné. Il faut mettre en place des contrôles, parce qu'on voit bien qu'un certain nombre de gens sont en train de les dévoyer, mais ça fonctionnerait beaucoup mieux au niveau européen, parce que ça permettrait que l'ensemble des agriculteurs européens trouvent leur rémunération. Vous voyez bien que la crise, vous avez des images on a des voilà, images on voit de pas sur Europe 1, mais il y a des images de Bruxelles, avec derrière nous ou à côté de nous. Flammes, oui. Vous voyez bien que la crise, elle est française et elle est européenne. Elle interroge sur la question de la rémunération. Et puis, au-delà d'Egalim, on a besoin de poser sur la table des sujets européens. Mais la France a assez de poids aujourd'hui pour imposer un Egalim européen. Il me semble que... Bon, donc ça, vous voyez, Emmanuel Macron veut un Egalim européen. C'est comme toujours. Hein, ça lui coûte pas grand-chose de le dire dans le débat public français. Il faut ensuite le faire accepter et le négocier à l'échelle européenne. Bon. Sur les 3 sujets qui étaient ceux qui étaient portés par la France, le sujet ukrainien, le sujet de la dérogation sur les jachères et le sujet Mercosur, la voix de la France par l'entremise du président de la République en particulier, elle a pesé, me semble-t-il. Et donc, si elle a pesé ces derniers temps, elle va peser dans les temps qui viennent. Mais dans une logique de coalition, on a besoin de trouver des alliés. J'ai porté la voix de la France sur la question de la jachère. On y est arrivé pourquoi? Parce qu'à la fin, nous avions plus d'une vingtaine de pays qui suivaient notre position. C'est pas tout seul la France. Mais la France, elle a une voix particulière en Europe. Elle s'est fait entendre ces derniers mois, ces dernières années, sur ces sujets-là comme sur d'autres d'ailleurs. Il convient de continuer à le faire. Un revenu garanti pour les agriculteurs. En clair, la loi Egalim garantit aux agriculteurs le fait qu'ils ne vendent pas leur production à perte. Absolument. Elle doit garantir le fait que la matière première agricole soit prise en compte dans le cadre des coûts de production et de faire en sorte qu'on ne rémunère pas en dessous des coûts de production les agriculteurs. C'est une rupture historique qui a été produite avec Egalim, même s'il faut l'appliquer et qu'il y a des gens qui dévoient la règle. Marc Fesneau. Vous vous rendez compte où on en est quand même, hein. La rupture historique, c'est une loi qui fait en sorte que les agriculteurs et les agricultrices ne vendent plus à perte. Ministre de l'Agriculture, on va prendre l'exemple du lait. Ça veut dire que Salut Gandalf. Pour le lait, par exemple, on va plus acheter le lait à moins de 45 centimes le litre. C'est ça, c'est le point d'équilibre là. Alors c'est différent. Aujourd'hui, il est acheté à 40 centimes le litre. Vous connaissez le sujet. On attend absolument. Et 40 centimes, ils vivent pas. Ils vivent pas. Bon, ils demandent 45-50. Différent d'un territoire à l'autre parce que mais ça c'est très concret. Oui, mais c'est très concret, mais c'est l'objectif qui doit être atteint. Il y a un certain nombre d'ailleurs d'opérateurs de lait qui sont. Donc ça sera pas le cas demain. Mais la négociation devait se terminer le 31. Je crois comprendre qu'il y a un certain nombre d'endroits où la négociation s'est rompue. C'est une négociation. Il y a un point d'équilibre qui doit se trouver. Pour certains, c'est autour de 450. Je suis sur les 1000 litres là. Oui, voilà, oui, ce qui revient à 45 centimes, mais c'est 450 litres. Très compliqué quand même, hein. Très compliqué. On vient de zoomer instantanément sur les détails de la vente de lait. Bon, voilà, très compliqué de. On voit quand même le malaise de Marc Fesneau qui dit oui, bon, il y avait des négociations, elles ont été rompues.
Notez que, bon, la puissance publique a aussi le pouvoir de légiférer, enfin de réglementer, d'agir, d'imposer, si elle le désire. Moi, je suis sur le gros volume. Oui. Reconnaissons que parfois 10 ou 20 euros des millilitres, ça fait 0,1 centime ou 0. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas énorme et donc chacun doit faire sa part de l'effort. C'est un effort continu. La rémunération du lait s'est plutôt améliorée ces derniers mois et ces dernières années. Là, on est dans un moment de crise qui justifie qu'il y ait un effort particulier qui soit fait par les transformateurs et les distributeurs. Il y a un gros sujet également sur l'origine des produits. On a beaucoup parlé du miel. Qu'est-ce qui va changer, par exemple, pour le miel? C'est scandaleux ce qui se passe avec le miel. C'est-à-dire que... Alors, vous voyez quand je vous disais, CNews a retourné son logo et c'est scandaleux ce qui se passe avec le miel. C'est-à-dire que là, vous avez un intervieweur qui assume un jugement de valeur. Alors après, pourquoi pas? En même temps, c'est rafraîchissant quelque part. Hein. Quelque part, c'est rafraîchissant. Par contre, c'est... Par contre, il y a quand même l'exigence de pluralisme qui est inscrit dans la loi, quoi. Après, bon, tu peux avoir des présentateurs qui assument un point de vue tout en faisant respecter le pluralisme. C'est Bourdin style? Non, c'est plus que Bourdin style. Jean-Jacques Bourdin faisait pas ça. Hein. Il disait pas c'est scandaleux. Parce que, en fait, quand Romain Desarbres dit c'est scandaleux, il assume vraiment son point de vue. Jean-Jacques Bourdin pouvait relayer le point de vue d'auditeur, par exemple. Mais là il va plus loin. Apolline de Malherbe le fait tout le temps. Peut-être qu'Apolline de Malherbe le fait un peu. Peut-être, c'est vrai, vous avez raison. Elle est un peu sur ce ton-là aussi, vous avez raison. Le miel français coûte forcément très cher à produire et on importe un miel qui n'est pas du tout de la même qualité. Mais surtout, on dit qu'un miel est français, et alors qu'à l'intérieur, il ne l'est pas. Bon. D'abord, on a un problème d'étiquetage. Alors, il y a un travail qui a été fait par les députés européens, tous les députés européens, y compris ceux du groupe Renew, qui est un travail d'étiquetage qu'on ne puisse pas appeler un miel français quand ça n'est pas un miel français, ou un miel italien, d'ailleurs, pour les Italiens qui en produisent, ou les Espagnols. Donc, on a un premier sujet, c'est un sujet d'étiquetage. Oui. On peut pas C'est vrai que les marges de la grande distrib, c'est la question qui n'est pas abordée, hein, pour l'instant. Du mélange comme ça, il me semble que c'est un élément important. Et donc, au niveau européen, on a besoin sur l'ensemble des productions de pouvoir donner de la transparence aux consommateurs. Alors notez qu'il n'a pas répondu à la question, hein, quand même. Hein. Regardez. Ou un miel. Mais surtout, on dit... C'est scandaleux ce qui se passe avec le miel. C'est-à-dire que le miel français coûte forcément très cher à produire et on importe un miel qui n'est pas du tout de la même qualité. Mais surtout... Alors, très bonne question. Le miel français coûte très cher à produire et on importe un miel d'importation et assumé comme tel qui n'est pas de la même qualité. C'est scandaleux. Bon, alors le scandaleux, ça appartient à Romain Desarbres. Donc la question ici, c'est la question de la mise en concurrence du miel français avec toutes les exigences, j'imagine, environnementales qui pèsent sur lui, et du miel qu'on importe. Donc ça, c'est la question qui est posée. Regardez la réponse. Surtout, on dit qu'un miel est français, et alors qu'à l'intérieur... On importe un miel qui n'est pas du tout de la même qualité. Mais surtout, on dit qu'un miel est français, et alors qu'à l'intérieur, il ne l'est pas. Bon. Alors, c'est un point intéressant, mais c'est pas la question qui est posée. La question qui est posée, c'est le miel dit français, qu'il soit réellement français ou qu'il ne le soit pas, ce qui est en soi un scandale, hein, évidemment, mais le miel français, sa mise en concurrence avec des miels sur lesquels ne pèsent pas les mêmes exigences, j'imagine, environnementales. Ça, c'est la question posée. Réponse de Marc Fesneau. Tout de la même qualité. Mais surtout, on dit qu'un miel est français, et alors qu'à l'intérieur, il ne l'est pas. Bon. D'abord, on a un problème d'étiquetage. Alors, il y a un travail qui a été fait par les députés européens, tous les députés européens, y compris ceux du groupe Renew, qui est un travail d'étiquetage qu'on ne puisse pas appeler un miel français quand ça n'est pas un miel français, ou un miel italien, d'ailleurs, pour les Italiens qui en produisent, ou les Espagnols. Donc, on a un premier sujet, c'est un sujet d'étiquetage. Oui. On ne peut pas faire du mélange comme ça. Il me semble que c'est un élément important. Et donc... Voilà, donc, il n'a toujours pas répondu à la question, hein, bien sûr. Hein. Il n'a toujours pas répondu à la question. Mais on a oublié la question. Vous voyez, donc ça, c'est évidemment une stratégie de cadrage très classique. Stratégie de cadrage très classique pour éviter d'avoir à répondre à la question. C'est-à-dire que tu commences par faire du cadrage informatif. C'est-à-dire, avant, tu dis oui, je vais vous répondre, c'est une très bonne question. Mais avant, tout de même, une précision qui a son importance. Et là, tu donnes une précision qui n'a pas d'importance. Ou qui peut en avoir, mais qui est juste une autre question. Et donc, tu fais ça pendant ce que vient de faire Marc Fesneau, hein, une trentaine de secondes. Et au bout d'un moment, tout le monde a oublié la question qui était posée. Donc, au niveau européen, on a besoin sur l'ensemble des productions
de pouvoir donner de la transparence aux consommateurs. C'est leur dire, vous achetez un produit, sachez ce que vous achetez. Alors, il n'a toujours pas répondu. Ça, ils feront en conscience aussi leur choix. Mais il y a besoin de transparence et d'une meilleure transparence. Le président de la République, et j'ai emboîté le pas sur le sujet puisque nous y travaillons depuis plusieurs mois, il y a une réglementation européenne qui est en attente sur l'étiquetage. Il faut que cette réglementation européenne soit mise sur la table par la Commission européenne pour qu'on puisse en débattre et qu'on puisse la voter dans des délais qui soient des délais raisonnables. Alors, Il n'a jamais répondu. Il n'a jamais répondu. La question, c'était le miel français qui est mis en concurrence avec du miel d'importation, donc assumé comme tel, qui, j'imagine, n'est pas soumis aux mêmes exigences et qui donc coûte moins cher. D'ailleurs, c'est même pas forcément des exigences environnementales, hein. J'imagine que c'est même simplement des exigences de production, hein. Je me demande si le miel français n'est pas obligé d'être 100% du miel, alors que le miel d'importation peut être coupé au sirop de glucose. C'est peut-être ce genre de choses, c'est des exigences de qualité, voilà, pas seulement environnementales, hein. Je connais pas le dossier du miel, hein, je vous avoue, là, il faudrait un peu creuser. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a jamais répondu. Il n'a jamais répondu sur la mise en concurrence, qui est toujours le même problème, en fait. La mise en concurrence de produits français qui sont soumis à certaines normes, avec des produits d'importation qui ne le sont pas. Et il n'a jamais répondu. Il a répondu que sur l'étiquetage sur... Non mais attendez, le vrai problème, c'est que les consommateurs soient assurés que le miel français soit du miel réellement produit en France. Mais il n'a jamais répondu à la question qu'on lui pose. Creuse le sujet du miel, tu seras surpris. Très bien. Bah, écoutez, ça a l'air... effectivement, le peu que j'en sais, quand on m'a expliqué qu'il y a quantité de pots de miel qui en fait contenait davantage de sirop de glucose que de miel, j'ai effectivement haussé un sourcil. Après, moi, je mange pas de miel, c'est pour ça que j'ai pas trop creusé, je vous avoue. Mais quand même, effectivement, ça fait s'interroger, quoi, hein. hier, il y a un mot qui s'est... Il veut pas répondre parce que la question, c'est le libre-échange. Ah bah, effectivement, voilà, c'est pas un hasard. S'il esquive cette question-là, c'est parce que la question, c'est celle de la mise en concurrence de produits français avec des produits importés qui ne respectent pas les mêmes normes. Mais ça, c'est en effet une question qui est intrinsèque au libre-échange. Dans vos discours, hein, au Premier ministre, à vous, à Bruno Le Maire, c'est le mot souveraineté. Hein, oui. Vous étiez passé le mot, évidemment. Même pas. La réponse est claire pourtant. Bah oui, elle est claire. Elle est très claire. Mais elle ne répond pas à la question qui était posée. La question posée, c'était la mise en concurrence du miel français avec le miel étranger. Et la réponse, c'est, attention, dans ce que vous appelez miel français, il y a aussi du miel étranger. Mais ça répond pas à la question. Ah bon, on n'a pas besoin de se passer le mot pour parler de souveraineté, à vrai dire. L'objectif de souveraineté alimentaire, on va voir ce que ça veut dire politiquement, mais déjà très concrètement, ça veut dire quoi? L'objectif de souveraineté alimentaire qui sera inscrit dans la loi, qu'est-ce qui va changer? Ça veut dire que nous avons un objectif de politique publique et qui doit s'aligner, qui doivent s'aligner, je parle des politiques publiques. Le plus gros, ce n'est pas l'origine du miel, c'est que ce n'est pas du miel. Bah là, c'est pas ce qu'a répondu Marc Fesneau. Lui, il a vraiment parlé de l'origine. C'est le fait que nous retrouvions la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire en Europe et en France. Après, peut-être que la solution qu'il évoquait répond aussi à ces enjeux-là. C'est possible. C'est possible. Effectivement, lui, il a vraiment parlé de l'origine, mais effectivement, si tu étiquettes mieux le miel et que tu interdis à du miel coupé au glucose de s'appeler miel, effectivement, tu résous une partie du problème. La souveraineté alimentaire, c'est quoi? C'est pas l'autarcie, la souveraineté alimentaire. C'est pas l'autosuffisance. La souveraineté alimentaire, c'est que nous décidions que sur un certain nombre de filières où nous sommes déficitaires, je pense aux fruits et légumes, je pense aux ovins, je pense à d'autres filières, nous fassions en sorte de reconquérir cette souveraineté que nous avions il y a 25 ou 30 ans. C'est une lente dégradation à laquelle on a assisté. Attendez. Autosuffisance. Et en France, nous retrouvions la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire en Europe. Et en France. La souveraineté alimentaire, c'est quoi? C'est pas l'autarcie, la souveraineté alimentaire. C'est pas l'autosuffisance. La souveraineté alimentaire, c'est que nous décidions que sur un certain nombre de filières où nous sommes déficitaires, je pense aux fruits et légumes, je pense aux ovins, je pense à d'autres filières, nous fassions en sorte de reconquérir cette souveraineté que nous avions il y a 25 ou 30 ans. C'est une lente... C'est génial. Vous l'avez entendu ou pas? Alors, est-ce que vous l'avez entendu? Là, c'est génial. Alors, chat, est-ce que vous avez entendu... Alors, on va faire petite interrogation. Est-ce que vous avez entendu ce qui pose problème dans cette phrase? Parce que là, c'est quand même incroyable. Hein.
Oui. Alors, allez-y, dites. C'était mieux avant. C'est pas ça qui est incroyable. Je l'écoute même plus. Ah, voilà, Zilou a compris. Il vient de se contredire. Ah, il vient pas de se contredire. C'est un peu le problème. On peut la repasser. Écoutez bien, écoutez bien. Vous allez la voir. Qui doivent s'aligner, je parle des politiques publiques, c'est le fait que nous Écoutez bien. retrouvons la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire en Europe et en France. La souveraineté alimentaire, c'est quoi? C'est pas La souveraineté alimentaire, c'est quoi? Ça, c'est la question qu'il pose. l'autarcie, la souveraineté alimentaire. Donc là, il vient de dire ce que la souveraineté alimentaire n'est pas. La souveraineté alimentaire, c'est quoi? C'est pas l'autarcie. Qu'est-ce que c'est? En Europe et en France. La souveraineté alimentaire, c'est quoi? C'est pas l'autarcie, la souveraineté alimentaire. C'est pas l'autosuffisance. Ok, c'est pas non plus l'autosuffisance. Donc on sait ce que n'est pas la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, c'est quoi? C'est la question qu'il pose lui-même. La souveraineté alimentaire, c'est ni l'autarcie ni l'autosuffisance. Alors, ok. Alors pour moi, souveraineté alimentaire, ça rimait quand même un petit peu avec autosuffisance, mais admettons. Donc là, il va nous dire ce que c'est. Après avoir fait une définition par la négation, ça n'est ni cela ni cela, il va nous dire ce que c'est. Écoutons donc ce qu'est la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, c'est que nous décidions que sur un certain nombre de filières où nous sommes déficitaires, je pense aux fruits et légumes, je pense aux ovins, je pense à d'autres filières, nous fassions en sorte de reconquérir cette souveraineté que nous avions il y a 25 ou 30 ans. C'est une lente dégradation auquel on a assisté pendant 25 ou 30 ans. Chacun doit prendre sa part, je prends la mienne. Et donc, on doit réinverser. Vous l'avez Est-ce que vous l'avez? La souveraineté alimentaire, c'est que dans un certain nombre de domaines, je pense aux ovins, je pense à d'autres domaines, nous reconquérions notre souveraineté. Donc la souveraineté alimentaire, qu'est-ce que c'est? C'est pas l'autosuffisance. C'est pas l'autarcie, n'est-ce pas? On est d'accord. Donc qu'est-ce que c'est la souveraineté alimentaire? C'est que dans certains domaines, nous reconquérions notre souveraineté. Ils ont peur de rien. Hein. Ils ont vraiment peur de rien. Alors oui, effectivement, c'est une tautologie. C'est ce qu'on appelle en rhétorique et même en logique une tautologie. Une tautologie, c'est la définition d'une chose par cette même chose. Hein, c'est ça. La tautologie, c'est un raisonnement circulaire, une chose que l'on définit par cette même chose. Rien compris nous dit hello. Eh bien, c'est normal. Si tu avais compris quelque chose, c'est là où il y aurait un problème. Rien compris parce qu'il n'y a rien à comprendre, n'est-ce pas? Puisqu'il vient de définir une chose par cette même chose. Alors, si vous voulez un exemple de tautologie, sachez que il y a un dialogue de Platon, enfin de Socrate ou de Platon, selon. Voilà. Il y a un dialogue socratique écrit par Platon, si vous voulez. Il y a un dialogue de Platon qui s'appelle l'Hippias majeur, qui est un dialogue dans lequel Socrate humilie ce pauvre Hippias, qui est un sophiste qui prétend tout savoir sur tout, et qui ne demande qu'une chose, c'est se rendre à ses cours, où voilà. Parce que les sophistes, qu'est-ce que c'est? Les sophistes à l'époque grecque, hein, Hippias, Protagoras, bon, tout cela. Les sophistes. Alors, il se trouve que Hippias, c'est le nom de mon chat aussi. Hein. Le chat qui est ici, hein, vous ne le voyez pas, mais il est d'une peinardise, là, il est yimbe. Le chat, il est yimbe, il dort. Par contre, il entend son nom, donc il a levé une oreille quand même. Donc, les sophistes à l'époque grecque, qui étaient-ils? Enfin, à l'époque athénienne. C'était ceux qui étaient doués, ceux qui étaient sachants, doués de sagesse. Sophia, en grec, la sagesse. Hein. Les sophistes, c'est ceux qui étaient sachants, doués de sagesse, et qui en faisaient commerce. Et donc, Socrate les déteste. Il considère que ce sont des individus de piètre moralité. Pour quelle raison? Parce que lui, Socrate, déjà d'une part, estimait n'être pas doué de sagesse, ne rien savoir. Hein. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est tout ce que faisait Socrate, c'était de la maïotique, c'est-à-dire l'art d'accoucher les esprits, l'art d'amener les gens à découvrir ce qu'ils savent ou ce qu'ils pensent, sans savoir qu'ils le savent ou qu'ils le pensent. Mais lui disait, moi je ne sais rien, moi je ne me prétends pas sachant. Donc ça l'opposait aux sophistes. Et par ailleurs, Socrate, il donnait, il faisait don de ses enseignements, il faisait don de ses discussions. Au contraire des sophistes qui en faisaient commerce. Et donc, l'Hippias majeur, qui est un dialogue de Platon assez fascinant, où en fait ça commence comme ça. Bon, je vous fais le pitch, je vous le fais de manière un peu romancée. C'est comme ça que moi je l'imagine, ok? C'est comme ça que moi je me le représente. Je dis pas que c'est... voilà, attention, c'est pas forcément conforme à la réalité historique. C'est comme ça que moi j'imagine la réalité historique. Vous voyez, Hippias se rend à ses cours. Il a mis sa plus belle toge, il a bien ajusté sa tenue. Quand même, quand on va enseigner, surtout auprès d'enfants de bonne famille, on essaye d'avoir un peu de dignité, si vous voulez, d'avoir des vêtements qui tiennent à peu près la route. Il marche dans le forum, ses tablettes sous le bras,
sur lesquels il a gravé, évidemment, euh, pardon, ses papiers sous le bras, sur lesquels il a écrit ses enseignements, vous voyez. Il va d'un pas allant et altier se diriger jusqu'à ses cours pour exercer son métier. C'est quelqu'un qui travaille. Tout ce qu'il veut, Hippias, c'est faire son boulot. Bon, là, sur le forum, sur qui il tombe? Socrate. Socrate qui a passé la nuit dehors, qui s'est bourré la gueule jusqu'à 3 h du matin. Sa toge, elle est dégueulasse. Il y a une tache de vin ici. On lui a vomi sur le bras. Bref, il est dans un état absolument déplorable, à ramasser évidemment sur le trottoir d'Athènes à la petite cuillère. Et là, tu as Hippias, Socrate, encore bourré de la veille, qui voit passer Hippias et qui dit « Je vais me le faire ». Il fait « Hé, Hippias, Hippias mon pote, viens là. Hippias, viens, viens, on papote, on papote. Bah, je sais que t'es pressé, mais viens, on papote. Allez, qu'est-ce qu'il y a, on papote. Allez, viens. Hippias, toi qui sais tout, qu'est-ce que le beau? Et alors ça, c'est la question par laquelle commence l'Hippias majeur, qui est un dialogue sur le beau, avec Socrate comme ça, à moitié totalement dégradé, déplorable, à moitié dans le caniveau, encore assis dans sa pisse. Hippias, toi qui sais tout, bah, tu sais tout, t'enseignes tout, bah, tu sais tout, t'as de la connaissance, t'es un sage. Ouais. Qu'est-ce que le beau? Et là, Hippias, lui, qu'est-ce qu'il veut? Juste, il veut pas être en retard, il veut aller donner cours. C'est un travailleur. Il fait partie de la France qui se lève tôt. Et il fait pas partie de tous ces malotrus, là, qui passent la nuit à picoler dans les rues d'Athènes. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Hippias? Il veut se débarrasser de Socrate. Il lui cherche la réponse la plus simple possible. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, mais allons Socrate, c'est très facile, le beau c'est une belle jeune fille. Et là il part. Et là t'as Socrate qui le rattrape par la manche, qui dit, bah non, Hippias, reste discuter un peu. Mais alors? Et donc derrière évidemment, ça se passe très mal bien sûr. Et donc le beau c'est une belle jeune fille. Je vous ai un peu romancé la scène, mais c'est réellement la première réponse donnée par Hippias dans l'Hippias majeur, et évidemment il se fait démonter la tête par Socrate, qui lui montre que définir une chose par cette même chose, ça n'est pas réellement la définition la plus rigoureuse. Pub, j'attends. Allez, c'est la pub. On passe de Marc Fesneau à Socrate, vertige. Bref, est-ce que vous avez aimé mon imitation de Socrate? Est-ce que c'est comme ça que vous vous représentez? Je sais que vous êtes pubd. Est-ce que c'est comme ça que vous vous représentez Socrate? Klemovic, il dit quoi l'Hippias mineur? Je me souviens plus. J'imagine la scène avec ton chat. Je m'y croyais. Je m'y croyais. Est-ce qu'il y a des philosophes est-ce qu'il y a des philosophes ou des étudiants en philosophie sur ce chat pour me dire s'il y a que moi qui me représente les choses comme ça, ou si on est d'accord. Obligé, on en fait une capsule. Vu la description, je le vois. On n'est pas tous philosophes. Si, bien sûr, bien sûr. Un vrai talent de conteur et d'acteur. Je ne vois plus que toi pour incarner Socrate dans le biopic. Ah mais moi, je veux rien savoir, ce sera la capsule du week-end. Ma prof de philo adorait rejouer les scènes en mode théâtre, donc ça me choque pas. Bon, ça va. Si vous n'êtes pas choqué, on aurait dit philosopheur. Bien. En tant qu'étudiant de physique, ça donne envie de se réorienter. À quand le JDR philo? Putain, ce serait génial. Bon, les amis, je vais faire une petite pause parce que là j'ai besoin d'un petit thé. Là, ma voix est en train de décéder. Putain, je joue dimanche. Je sais pas comment je vais faire. C'est terrible. Là, c'est terrible. Allez, on se remet la bande originale de Fury, évidemment. Jeu vidéo incroyable, jeu vidéo français, c'est français. Pas mal, hein, c'est français. On se remet la BO de l'OST de Fury, petite pause, et puis on continue Marc Fesneau, et on en vient au gros morceau de cette matinée, c'est-à-dire AOC, évidemment. À tout de suite, je reviens dans moins de 2 minutes.
Yo de retour. La musique, c'est l'OST, l'original soundtrack du jeu Fury. Jeu d'arcade frénétique, jeu vidéo français, je crois. Et avec toute la bande de la Synthwave sur l'OST. On a du Carpenter Brut. On a du Toxic Avenger. Enfin, ils sont tous là, quoi. Ils sont tous là. Il doit y avoir Perturbator, j'imagine. Est-ce qu'il y a Perturbator? Il est toujours de... Ah non! Ah non! Et c'est beaucoup de Danger. Hop là. Il n'y a pas Perturbator. Ah, absolument. Tout à fait, tout à fait. Bien, alors, attendez. Mon casque. Toc, c'est reparti. Si tu dis à Toxic Avenger qui fait de la Synthwave, il va pas être joasse. Ah ouais? Ok. Bah, moi j'aime bien Toxic Avenger et j'avais l'impression que ça ressemblait un peu à de la Synthwave, mais vous savez, après, chacun... Il y a sans doute des subtilités qui m'échappent. Alors, où est-ce qu'on en est? Oui, donc oui, voilà, évidemment. Alors, attendez, déjà, c'est la fin de la pub, donc je me dois de... Pardon, hop. Je me dois de remercier Stradivar pour son année, 12 mois d'abonnement, 1 an, incroyable. Bateau qui s'abonne, bienvenue, merci beaucoup. Droppy94 qui s'abonne, merci infiniment pour le 3e mois. Et Jeanne et les loups qui nous rejoint, merci 1000 fois. Alors, hop là. Pastille Eufon pour la voix. J'ai déjà pris des actions chez Eufon, croyez-moi. Les pastilles Eufon, je me nourris de ça, pas du tout, mais parce que c'est sans sucre, mais oui, oui. Alors, hâte du drama AOC. C'est terrible, hein, tu mets AOC dans le titre de ton stream. Alors, on en est tous au même point, qu'est-ce que vous voulez. Allez, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, bon, bah donc voilà, donc vous avez vu que quand même, on est sur Marc Fesneau. La souveraineté, qu'est-ce que c'est? La souveraineté, c'est... Je pense à d'autres filières, nous fassions déficitaires, je pense aux fruits et légumes. La souveraineté alimentaire, c'est que nous décidions... Si, la souveraineté alimentaire, c'est pas l'autosuffisance. La souveraineté alimentaire, c'est que nous décidions que sur un certain nombre de filières où nous sommes déficitaires, je pense aux fruits et légumes, je pense aux ovins, je pense à d'autres filières, nous fassions en sorte de reconquérir cette souveraineté que nous... Donc on ne sait toujours pas ce que c'est que la souveraineté alimentaire et en quoi est-ce qu'elle est différente de l'autosuffisance, mais la souveraineté alimentaire, c'est donc reconquérir notre souveraineté. Eh bien, écoutez, oui, je suis pas en désaccord avec ça. Oui, je pourrais tout à fait me laisser convaincre par cette argumentation, cette interprétation, cette définition, tout à fait, tout à fait. Nous avions il y a 25 ou 30 ans. C'est une lente dégradation auquel on a assisté pendant 25 ou 30 ans. Chacun doit prendre sa part, je prends la mienne. Et donc, on doit réinverser cette tendance-là. Mais la souveraineté, c'est pas... La France n'est pas une puissance exportatrice. C'est-à-dire plus de produits français proposés sur les marchés. C'est surtout plus de production française qui permettra d'avoir plus de produits français. On a la même chose d'ailleurs sur la volaille. Du coup, la souveraineté alimentaire, c'est juste plus de production française? Mais c'est nul comme définition, non? Il y a qu'à moi que ça le fait. Parce que la souveraineté alimentaire, si c'est juste davantage de production française... Hein? Pardon? La souveraineté, c'est la capacité à reprendre notre destin en main en matière de production agricole. Alors, pardon, autant pour moi. Donc la souveraineté alimentaire, c'est reconquérir notre souveraineté. Donc là, c'était encore un peu flou. C'était précis, mais pas très. Mais là, heureusement, on a un deuxième élément de définition, mesdames, messieurs. Alors là, on est vraiment dans du dialogue socratique. Hein. Deuxième élément de définition, attention. C'est surtout plus de production française qui permettra d'avoir plus de produits français. On a plus de production française, ce qui permettra d'avoir plus de produits français. Mais donc, alors, on a commencé par la souveraineté, c'est alimentaire, c'est reconquérir notre souveraineté. Non, attendez. La souveraineté alimentaire, c'est reconquérir notre souveraineté dans certaines productions alimentaires. Oui. La souveraineté alimentaire, c'est produire plus pour avoir plus de produits français. D'accord. Troisième élément de définition. La même chose d'ailleurs sur la volaille. La souveraineté, c'est la capacité à reprendre notre destin en main en matière de production agricole. La souveraineté, c'est
reprendre notre destin en main en matière de production agricole. Oui, merci, merci, et reprendre notre destin en main, c'est-à-dire qu'il a réussi, Marc Fesneau, il a quand même réussi le défi de... Après, on peut lui... Il lance un terme, il lance un concept, souveraineté alimentaire. Tout le monde imagine assez bien ce que c'est, la souveraineté alimentaire. Moi, vous voyez, il ne me serait même pas venu à l'esprit de discuter ce que c'était. Après, quand on me dit, ouais, mais attention, la souveraineté, c'est pas l'autosuffisance, j'étais là, ah. Parce que pour moi, la souveraineté alimentaire, c'est un peu l'autosuffisance. C'est un peu l'idée que la France soit souveraine et n'ait pas besoin d'importation pour nourrir sa population. Moi, c'est ça. Vous voyez, donc, dès lors que tu me dis c'est pas l'autosuffisance, je me dis, mais effectivement, je vois bien, il y a peut-être une nuance entre souveraineté et autosuffisance. Donc là, il m'appâte. J'ai envie d'avoir de la définition. Et derrière la définition, c'est la souveraineté alimentaire, c'est reprendre notre destin en main en matière d'alimentation. Alors, il a pris un concept qui était flou, mais dont on voyait qu'il devait désigner quelque chose, et il l'a remplacé par une formule qui, alors, elle, ne désigne absolument rien. Reprendre notre destin en main. Oui, super, merci beaucoup, bravo. Eh bien, écoutez, quand vous aurez du contenu... non, mais c'est incroyable, il faut libérer les énergies. Vous vous rendez compte? Et en fait, ce qui est fou, c'est que... Mais alors, moi, je remercie Marc Fesneau, parce que, vous voyez, j'aurais pas eu la présence d'esprit, enfin, pas la présence d'esprit, mais spontanément, j'interrogeais pas le concept de souveraineté alimentaire. Je me disais, oui, bon... effectivement, dépendre moins des importations, produire davantage pour tendre vers l'autosuffisance. Voilà, moi, c'est ça que j'imaginais. Mais là, je comprends qu'en fait, ça ne veut rien dire. Donc, grâce à Marc Fesneau, je comprends qu'il n'y a pas de contenu derrière ce concept et que dès lors que tu cherches à le définir, eh bien, soit tu fais de la tautologie, soit tu fais des banalités. C'est la preuve que ce concept qu'ils mettent en avant est totalement creux. Totalement. Eh bien, écoutez, formidable. Formidable, merci à eux de nous permettre de débusquer avec plus d'acuité encore le vide de leurs propos, y compris là où on n'aurait pas forcément pensé à aller le chercher. C'est de ne pas subir une érosion et de décider des endroits sur lesquels nous avons décidé d'avoir de la croissance. Et puis... Putain, pardon, désolé, j'avais arrêté trop tôt. Et c'est la même chose, hein. La souveraineté, c'est la capacité à reprendre notre destin en main en matière de production agricole. C'est de ne pas subir une érosion. Ne pas subir une érosion. Alors, oui, la souveraineté, c'est ne pas subir une érosion. Oui, d'accord. La souveraineté, c'est de ne pas être dans la merde. La souveraineté, c'est... Attention, hein. La souveraineté alimentaire, c'est ne pas avoir de problème en matière alimentaire, d'accord? C'est très précis. Attention, hein, c'est très précis. La souveraineté alimentaire, c'est que ça n'aille pas pire. D'accord? On est d'accord, hein? La souveraineté alimentaire, c'est faire en sorte que les choses ne soient pas moins bien. On est d'accord? C'est bon? Des questions dans l'auditoire? Je vois 5 mains se lever, pas de questions, j'avance. Et de décider des endroits sur lesquels nous avons décidé d'avoir de la croissance. De décider des endroits sur lesquels nous avons décidé d'avoir de la croissance. Oui, d'accord, bravo, merci, effectivement. Quand tu décides d'avoir de la croissance, c'est généralement que tu as décidé des endroits sur lesquels tu as décidé d'avoir de la croissance. Bah écoute, merci. Merci Marc Fesneau pour cet élément de définition. Merci beaucoup. Alors vraiment, là je suis très heureux. Je remercie Marc Fesneau d'attirer notre attention sur, là encore, le flou absolu des concepts employés par ce gouvernement, y compris là où pourtant on pouvait penser qu'il voulait dire quelque chose. C'est quand même terrible. Et puis la souveraineté, c'est une souveraineté générale. L'alimentation, c'est devenu une arme de guerre. L'alimentation, c'est devenu une arme géopolitique. Donc la souveraineté, elle... C'est Amélie qui s'est déguisée en mettant une barbe. C'est quand même dingue. Franchement, c'est quand même dingue. Non mais le vide de ces discours se révèle à nos yeux de jour en jour. Écoutez, même en faisant la chronique depuis maintenant 7 ans, je continue d'être surpris. Vous voyez, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Elle est française, européenne, pour faire en sorte que nous ne soyons pas à la merci, à l'extérieur de nos frontières, de stratégies qui soient des stratégies de chantage à l'alimentation. J'ai besoin d'une agriculture... de la souveraineté alimentaire, là. J'ai besoin d'avoir une... Alors, Romain, regardez la tête de Romain Desarbres, qui... Il sent quand même vaguement qu'il vient de se faire enfumer, mais on en perd, là, de la souveraineté. C'est génial.
Une souveraineté qui permette de rayonner à travers le monde et de faire de la géopolitique. Une souveraineté qui permette de rayonner à travers... Non mais attendez, pardon. J'ai besoin d'une agriculture... de la souveraineté alimentaire, là. J'ai besoin d'avoir une souveraineté qui permette de rayonner à travers le monde et de faire de la géopolitique. Il a besoin d'une souveraineté qui permette de rayonner à travers le monde. Mais alors, pardon. Non mais pardon. J'en peux plus. Mais ça, c'est pas du tout de la souveraineté. Une souveraineté, c'est pas une arme de géopolitique. La souveraineté ne rayonne pas... Enfin, pardon. Non mais pardon d'en revenir à des défis... Non mais désolé, pardon. C'est ma faute, c'est moi. Désolé d'en revenir à des choses si terre à terre. Mais la souveraineté... Moi-même, je ne sais plus. Vous voyez, je suis dans le flou maintenant. Je suis comme vous, j'essaie de débroussailler. Bon, ce qui était clair, vaguement, est devenu plus clair du tout. Bon, très obscurci. Donc, la souveraineté, pardon, mais pour moi, c'est un objectif intérieur. C'est-à-dire, la définition de la souveraineté, c'est reconquérir tes marges de décision pour précisément faire tes choix, mais à l'intérieur. La souveraineté ne rayonne pas. Tu regardes pas un État en te disant « Ah ouais, pas mal. Ah, pas mal. Ils ont une belle souveraineté. » Non, regarde, t'as vu leur souveraineté à eux, là? Ah ouais, ça rayonne, ça. Ça, c'est une souveraineté qui rayonne. Ça, en termes de géopolitique, ça va envoyer ça. Belle souveraineté. Hein. Bravo, les gars. Bravo. Non, là, votre souveraineté, là, champion. Hein. Vraiment, t'as vu la souveraineté qu'ils ont, les mecs? Oh là là. Tu vois, la souveraineté, c'est précisément l'inverse d'un outil de rayonnement géopolitique. La souveraineté, c'est précisément ce que tu reconquiers pour toi au sein du jeu international, me semble-t-il, tu vois. Tu n'admires pas la Chine pour sa souveraineté chinoise, tu admires la Chine pour sa puissance de rayonnement, pour sa puissance d'exportation, pour son soft power, pour son influence économique, pour son influence politique, pour sa puissance militaire. Enfin, tu admires la Chine ou pas, d'ailleurs. Hein. Mais ça, c'est des choses, vous voyez, le soft power, la puissance d'influence, la puissance culturelle, la puissance militaire, la puissance économique, au-delà de ça, les valeurs que tu portes, tout ça, ce sont effectivement des éléments qui rayonnent à l'international et qui potentiellement peuvent te permettre de conquérir ta souveraineté. C'est-à-dire que ce qui rayonne à l'international et a un impact géopolitique, c'est ta puissance économique, ta puissance militaire, ta puissance culturelle, et in fine, tout ça peut te permettre précisément de conquérir de grandes marges de souveraineté, c'est-à-dire de décider tel que tu le désires en te libérant du plus de contingences possible pour toi à l'intérieur. Pour moi, c'est ça la souveraineté. La souveraineté, c'est la capacité d'un pays de décider pour lui-même, au sein de ses frontières, de ce qu'il veut faire, en étant libéré le plus possible des contraintes extérieures. Définition de la souveraineté que je viens de bricoler, qui est sans doute tout à fait critiquable, mais j'ai l'impression que ça va dans cette direction-là. Et là, Marc Fesneau utilise la souveraineté comme ce qui te permet de rayonner, mais ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que plus ça va dans l'interview, et plus tu te... Attendez, plus ça va dans l'interview, et plus tu te rends compte que le concept de souveraineté qui est au cœur de tout son argument... Plus ça va dans l'interview et plus tu te rends compte que le concept de souveraineté qui est au cœur de toute son argumentation politique, il ne sait pas lui-même le définir. C'est quand même fabuleux. c'est inquiétant, mais fabuleux. Chantage à l'alimentation. J'ai besoin d'une agriculture... de la souveraineté alimentaire, là. J'ai besoin d'avoir une souveraineté qui permette de rayonner à travers le monde et de faire de la géopolitique. Il m'importe de savoir qui nourrit... Je m'en lasse pas, hein, pardon. Le continent africain. Il m'importe de savoir qu'il ne pourra pas, pour une partie d'entre lui, se nourrir tout seul. Et donc, je préfère que ce soit nous que d'autres puissances qui ont des intentions qui sont moins, comment dirais-je, moins pacifiques que d'autres. Et donc, oui, mais ça, c'est pas de la souveraineté alimentaire. C'est juste de la puissance exportatrice. C'est pas de la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, c'est pas être en situation d'exporter davantage. Ça n'a rien à voir avec la souveraineté. Le mot de souveraineté est totalement usurpé. C'est simplement de la puissance économique, de l'exportation. Enfin, le mot qu'il cherche, c'est exportation, me semble-t-il. La souveraineté, c'est soi-même sur les filières et à l'extérieur de nos frontières, de faire en sorte qu'on fasse de l'agriculture et de l'alimentation un objet géopolitique. Vous parliez... Mais ça, c'est pas de la...
Mais où il y a qu'à moi que ça le fait. Après, dites-moi si je dis de la merde. Hein. Peut-être il y a qu'à moi que ça le fait. Hein. Il est ministre de la souveraineté alimentaire. Non, c'est correct. Ok, hein. C'est correct. On est d'accord. Hein. C'est lui qui dit des mots au hasard. Non, non. Il est perdu, d'accord. Il n'y a pas qu'à moi que ça le fait. Non, parce que des fois j'en fais des caisses. Des fois, j'en fais des caisses, mais la souveraineté alimentaire, c'est pas la puissance exportatrice. C'est pas possible. Non, la souveraineté alimentaire, c'est pas ça en fait. La souveraineté alimentaire, non, mais c'est pas possible. Il y a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais j'en viens à douter de moi-même. Mais vous vous rendez compte, j'en viens à douter de moi-même. Je me dis, mais c'est pas possible pour dire. C'est pas possible. Enfin, il a l'air tellement sûr de lui. Il a tellement insisté. Je me dis, c'est moi qui ai mal compris. Donc peut-être, là je suis en train de me dire, mais peut-être que la souveraineté, après tout, c'est la capacité à agir à l'international, à peser sur les marchés, à faire prévaloir la voix de la France en matière d'exportation alimentaire. Mais pas du tout, pas du tout. Ça peut pas être ça, la souveraineté alimentaire. Vous parlez à l'instant de géopolitique. L'Ukraine, Emmanuel Macron a déclaré hier, oui, pour aider l'Ukraine dans un contexte de guerre, donc importer en Europe des produits alimentaires, agricoles ukrainiens, non pour créer une situation de concurrence déloyale. Bon, une fois qu'on... Il confond souveraineté et puissance. Ouais, c'est ce qui me semble aussi. Il confond souveraineté et puissance. Souveraineté et influence. Il confond souveraineté et influence. Souveraineté, influence, souveraineté et puissance, puissance exportatrice. On a dit ça. Ça veut dire qu'on va arrêter d'importer des poulets ukrainiens. Ça veut dire qu'on fixe des quotas et des limites à l'importation de produits. Quand? Alors c'est là, dans les semaines qui viennent, la Commission va déployer son plan. On a beaucoup parlé du poulet, il y a également le sucre. Poulet, sucre, œufs, et nous avons un sujet sur les céréales. Les mesures de soutien à l'Ukraine, il y a un paquet de mesures financières qui ont été annoncées hier de 50 milliards d'euros, si j'ai bonne mémoire. Là, je m'arrête pas. Hein. Je laisse rouler. De l'Ukraine. Ah, le Mercosur. Le Mercosur, ça va être intéressant. Depuis des semaines, c'est de dire, et les agriculteurs français comme les agriculteurs polonais ou allemands, ils nous ont dit... Notez que là, le mec qui fait les synthés a saigné du nez, hein, parce qu'on n'est pas du tout sur le libre-échange et le Mercosur. Cet effort de guerre, on ne peut pas en prendre la charge seul. Et donc, on a besoin de faire en sorte qu'il y ait des limites à la capacité d'exportation de l'Ukraine vers nos contrées de l'Union à 27. Oui. Et deuxième élément, en particulier sur les... Ah, d'après Wikipédia, la souveraineté alimentaire est présentée comme un droit international qui laisse la possibilité aux populations, aux États ou aux groupes d'États de mettre en place les politiques agricoles les mieux adaptées à leur population sans qu'elles puissent avoir un effet négatif sur les populations d'autres pays. Donc, rien à voir avec l'exportation. Rien à voir avec l'exportation. Rien à voir. Par contre, ça a à voir avec limiter les importations. Mais on est d'accord que la souveraineté alimentaire... Incroyable. Attendez, Alors attendez, parce que je pense à PEMF et je me dis potentiellement on a une petite capsule là. Le problème c'est que la capsule, il faut mettre aussi Socrate dedans. Donc, alors, cherchons souveraineté alimentaire. J'ai vu l'info de chat, mais... Alors, chat. Les amis, vérifions ce que dit Wikipédia. Alors, c'est une source, voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais on va un peu à la facilité. Mais tout de même, que dit Wikipédia sur la souveraineté alimentaire, puisqu'il y a une page Wikipédia. Un concept développé et présenté pour la première fois par Via Campesina lors du sommet de l'alimentation organisé à Rome en 1996. Il a depuis été repris et précisé par divers courants altermondialistes lors de différents forums sociaux mondiaux. Alors, c'est curieux de voir un concept issu de l'altermondialisme se frayer un chemin jusqu'à la voix du ministre de l'Agriculture. Mais soit, la souveraineté alimentaire est présentée comme un droit international qui laisse la possibilité aux populations, aux États ou aux groupes d'États, de mettre en place les politiques agricoles les mieux adaptées à leur population sans qu'elles puissent avoir un effet négatif sur les populations d'autres pays. Elle se construit à l'origine dans l'objectif de permettre le respect des droits des paysans. La souveraineté alimentaire est donc une rupture par rapport à l'organisation actuelle des marchés agricoles mise en œuvre par l'OMC. Donc la souveraineté alimentaire, c'est bien un concept qui se déploie à l'intérieur de l'État pour permettre à chaque État, chaque groupe d'États, l'Union européenne, et plus généralement pour permettre aux populations de mettre en place les politiques agricoles qui soient
adaptée à l'intérêt des peuples, à l'intérieur. Donc la souveraineté alimentaire, ça n'est pas du tout la recherche de puissance exportatrice. La souveraineté alimentaire, c'est au contraire la recherche des politiques, enfin c'est une recherche politique tournée vers l'intérieur, tournée vers le bien-être de ta propre population. Complémentaire du concept de sécurité alimentaire, qui concerne la quantité d'aliments disponibles, l'accès des populations à ceux-ci, l'utilisation biologique des aliments et le problème de la prévention et la gestion des crises, la souveraineté alimentaire accorde en plus une importance aux conditions sociales et environnementales de production des aliments. Notez que Marc Fesneau nous disait que la production alimentaire, la souveraineté alimentaire, c'est produire davantage. Il l'a dit dans son interview. Elle prône un accès plus équitable à la terre pour les paysans pauvres, aux moyens si nécessaires d'une réforme agraire. Au niveau local, c'est incroyable. Au niveau local, les défenseurs de la souveraineté alimentaire favorisent le maintien d'une agriculture de proximité destinée en priorité à alimenter les marchés régionaux et nationaux. C'est l'inverse de ce que dit Marc Fesneau, je vous le relis. Au niveau local, les défenseurs de la souveraineté alimentaire favorisent le maintien d'une agriculture de proximité destinée en priorité à alimenter les marchés régionaux et nationaux. C'est l'inverse de ce que nous dit Marc Fesneau. C'est l'inverse. Marc Fesneau nous dit la souveraineté alimentaire, c'est produire plus pour exporter davantage et peser sur les marchés. C'est l'inverse. Mais il prend un mot et il lui fait dire l'inverse de ce qu'il veut dire. Les cultures vivrières et l'agriculture familiale de petite échelle sont présentées par les défenseurs de la souveraineté alimentaire comme étant d'une grande efficacité économique, sociale et environnementale. Comparé à l'agriculture industrielle et les plantations de grande échelle où travaillent de nombreux salariés. Au niveau international, la souveraineté alimentaire implique une réglementation plus poussée des flux de capitaux et financiers étrangers. Ces défenseurs appellent aussi à instaurer des régimes de droit à propriété foncière qui favorisent l'accès et l'usage des sols pour l'agriculture paysanne. Une réglementation plus poussée des flux de capitaux et financiers étrangers. Une réglementation plus poussée. Marc Fesneau nous dit, la souveraineté alimentaire, c'est produire plus pour exporter davantage et peser ainsi sur les marchés internationaux. La définition rudimentaire, celle de Wikipédia, soit, mais la définition de la souveraineté alimentaire, c'est au contraire une agriculture de proximité qui alimente avant tout les marchés régionaux et nationaux, et c'est une réglementation plus poussée des flux de capitaux et des flux financiers. L'inverse de ce que dit Marc Fesneau. Alors c'est quand même fou. Alors voyez ça. Attendez, je regarde quand même un peu ce que ça dit. Ok. Bon. On va pas se faire toute la page Wikipédia. Hein. Je regarde quand même. Ok. Mais sur le fond, ce qui est grave, c'est que, encore une fois, le gouvernement s'est emparé d'un terme, d'un concept qui existe. Le concept de souveraineté alimentaire. Et vous voyez, c'est là où on voit que tout ça n'est pas anodin. Vous voyez, là, c'est intéressant comment est-ce qu'au gré d'une interview, et par l'analyse rhétorique, hein, on vient de tomber sur quand même un gros dossier. C'est pas du tout anodin, cette définition surprenante, pour être gentil, voire totalement fallacieuse, qui est donnée par Marc Fesneau. Tellement fallacieuse qu'elle nous a amené à tenter quelques recherches complémentaires. Mais c'est pas du tout un hasard, en réalité. Le concept de souveraineté alimentaire, c'est un concept altermondialiste. L'idée de la souveraineté alimentaire, c'est précisément de se reposer moins sur les échanges internationaux et plus sur les circuits courts, sur une production qui est destinée au marché local et régional, qui permet donc de mieux contrôler les normes dans lesquelles sont produits les produits agricoles, de mieux contrôler les normes qui pèsent sur les produits agricoles, de mieux contrôler ce qui arrive dans notre assiette, et ça permet par ailleurs de mieux contrôler la rémunération des agriculteurs, agricultrices, des agriculteurs et des agricultrices. Donc, vous voyez, ça, c'est le concept de base, qui est un concept qui est issu de l'altermondialisme. Ce qu'a fait le gouvernement, c'est qu'il a repris le mot et il l'a vidé de son contenu. De la souveraineté alimentaire qui, à l'origine, est pensée précisément comme une réduction des échanges internationaux et le fait pour les États de mieux contrôler leur production locale
et de flécher cette production locale vers leur propre marché. Marc Fesneau en fait une arme d'exportation et de libre-échange. Il nous dit la souveraineté alimentaire, c'est produire plus pour peser plus sur les marchés, pour avoir plus de puissance à l'international. Ce qui n'avait pas de sens déjà d'un point de vue purement lexical, c'est-à-dire en termes simplement de vocabulaire, ça n'avait aucun sens. Et ça n'est pas un hasard si ça n'a aucun sens en termes de vocabulaire, c'est qu'il a pris un concept, là c'est plus simplement du vocabulaire, il a pris un concept universitaire, un concept économique, il l'a vidé de son contenu pour lui faire dire l'inverse de ce qu'il dit. C'est-à-dire ce que veut dire Marc Fesneau, c'est nous allons faire plus d'exportation, nous allons tourner davantage encore notre marché alimentaire sur l'international, et on va appeler ça de la souveraineté alimentaire. Il prend un concept, il le vide de son contenu et il lui fait dire l'inverse de ce qu'il voulait dire initialement. Encore une fois, pardon de cette conclusion qui est souvent la même, on est en plein air de la post-vérité. On est en plein air de la post-vérité où les mots soit ne veulent plus rien dire, soit, ce qui est pire encore, veulent dire aujourd'hui le contraire de ce qu'ils voulaient dire à l'origine. Le langage est totalement manipulé. Le langage est travaillé, il est trituré, tripatouillé, jusqu'à permettre aux responsables politiques d'utiliser, de se prévaloir de concepts connotés positivement, mais dans lesquels ils font en réalité rentrer un tout autre sens de ce qu'ils voulaient dire initialement. Le langage est trituré, tripatouillé, dévoyé, il est même subverti. Le langage est subverti, jusqu'à ce que les mots n'aient plus aucun sens et qu'il soit impossible de savoir de quoi ils parlent. Et c'est ça le vrai problème, c'est un problème de responsabilité, il est devenu impossible de savoir de quoi ils parlent. Quand Marc Fesneau dit « nous voulons faire la souveraineté alimentaire », c'est dans l'intitulé de son poste, il est ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. On ne peut pas savoir ce que cela veut dire, et ce que l'on imagine assez logiquement être le sens de cette expression, en fait on découvre que c'est le contraire. En fait, on découvre que derrière cette souveraineté alimentaire, il y a simplement la recherche de davantage d'exportation. Ce qui leur permet de ne pas avoir à prendre leurs responsabilités. Ils ont le beurre et l'argent du beurre. Ils ont un mot qui fait joli et des politiques qui n'ont rien à voir avec ce mot. Ils font sans jamais dire ce qu'ils font. C'est ça qu'il faut retenir. Ils font, mais ils n'assument jamais de dire réellement ce qu'ils font. Voilà la ligne tendue, le fil rouge. Voilà le fil rouge qui unit la communication de ce gouvernement depuis le début. Ils font sans jamais assumer de dire réellement ce qu'ils font. Bon, bah écoutez, vous avez vu, pas mal quand même ce lièvre, pas mal ce lièvre levé au détour d'une interview de Marc Fesneau, non? Pas mal quand même, hein? Voilà une belle capsule. Bah écoutez, oui, alors par contre, toutes mes pensées pour Pemph, parce que là, on est sur une capsule d'1 heure, il va encore m'en vouloir. Mais, et voyez, juste un instant, ce qui est intéressant, là, on est sur un... C'est intéressant parce que vous me voyez travailler en même temps, mais voyez, on est sur un cas d'école de pourquoi est-ce que je plaide... Oui, c'est intéressant, on est sur un cas d'école de pourquoi est-ce que je plaide pour enseigner la rhétorique à toutes et à tous. Parce que moi, je le dis depuis le début, je m'en suis jamais caché. Donc, vous voyez, je m'en suis jamais caché. Je suis pas très sachant sur la sphère de l'agriculture. C'est pas du tout une sphère que j'ai travaillée. Il y a d'autres domaines dans lesquels je m'y connais un petit peu mieux. Il y a d'autres domaines où j'y connaissais rien et j'ai bossé. Et donc aujourd'hui, j'ai quand même quelques compétences. Vous voyez, sur le dossier des retraites, par exemple, j'étais devenu pas trop mauvais techniquement. Pas du tout au niveau des économistes qui ont consacré leur vie à travailler sur ce sujet, bien évidemment, mais je m'étais quand même saisi de la technique. Mais là, sur l'agriculture, depuis le début, je vous dis, moi, les amis, j'ai beaucoup à rattraper. Voilà, j'ai jamais suffisamment travaillé ce dossier, je l'admets humblement. Et donc, vous voyez, là, c'est intéressant parce que quand j'écoutais Marc Fesneau, je n'ai aucune... j'ai justement très peu d'armes techniques
j'ai très peu de savoir, de connaissances qui me permettent de mettre à distance ce qu'il dit. Et en fait, par la rhétorique, par l'analyse du discours, tu te rends compte que là, il y a un problème. Ça nous a sauté au visage. Moi, je ne suis pas le seul. Hein. Certains dans le chat l'avaient repéré. Et vous voyez, il y a une tautologie qui vous saute au visage. Et là, tout d'un coup, tu t'arrêtes, tu te dis, attends, pourquoi il fait ça? Il se lance tout seul dans un truc qui devrait être très simple. C'est définir la souveraineté alimentaire, ce qui est pourtant dans l'intitulé de son poste. Donc, il se lance tout seul dans un truc qui devrait être simple. Et en fait, la réponse qu'il donne est fallacieuse. Pourquoi il fait ça? Donc, tu t'arrêtes, tu tires le fil. Tu te rends compte qu'il fait du bullshit, qu'il refuse de définir souveraineté alimentaire. Là, tu te dis, ok, donc c'est quand même un peu bizarre. Pensée initiale, ok, en fait, le mec est mauvais, il est même pas capable de définir lui-même son terme. Et puis après, attendez, on va quand même aller voir, et tu te rends compte qu'en fait, c'est pas qu'il est mauvais et qu'il est incapable de définir son terme, c'est qu'ils ont sciemment fait dire au mot l'inverse de ce qu'il voulait dire. Et vous voyez, c'est intéressant parce qu'on est rentré là-dedans sans connaissance technique, simplement avec de la rhétorique. Et vous voyez, c'est pour ça que je plaide pour l'enseignement de la rhétorique, parce que même quand vous n'avez pas de connaissances techniques, les connaissances techniques, elles seront nécessaires à un moment donné. Vous voyez, si on n'avait pas fait cette vérification, et d'ailleurs merci au chat, c'est l'un de vous qui a eu la bonne idée d'aller chercher sur Wikipédia, mais des connaissances techniques, à un moment donné, vous en avez. On ne peut pas juste faire du décryptage purement rhétorique, ou alors il est assez vite limité. Mais vous voyez là, sans connaissances techniques, la rhétorique vous permet déjà d'avoir plein d'alertes rouges qui sonnent dans votre cerveau. Ça permet de s'arrêter, de se dire, ok, là, stop, pause, je m'arrête, je dézoome, je réfléchis, je me documente. Et c'est là où vous levez des lièvres, vous repérez des choses que vous n'auriez pas repérées sans. Et c'est pour ça que je plaide pour l'enseignement de la rhétorique, c'est pour que chacune soit capable de faire ce travail-là, qui me semble essentiel, qui me semble absolument essentiel. Parce que la force de la rhétorique, c'est justement, elle ne peut pas tout faire, hein, attention. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas repérer si on n'a pas de connaissances techniques, mais quand tu as un peu de connaissances en analyse du discours, ça te permet justement de voir en partie à travers le voile du discours. En partie seulement, mais en partie déjà. Et là, c'est intéressant, vous l'avez vu, on l'a en direct live. Hein, là, vous m'avez vu travailler. J'ai découvert avec vous le discours et j'ai découvert avec vous le procédé identifié. Incroyable, Mister MV. En tant que streamer macroniste, je me désolidarise de ces boutades gauchistes sous couvert d'analyse rhétorique. Ah, j'ai été percé à jour. Terrible, j'ai été percé à jour. MV, il faut que je t'envoie un message pour le Frames. J'ai une proposition malhonnête à te faire. Des bisous. Incroyable. Bon, est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on finit d'écouter parce que c'est une torture quand même. C'est une torture, cette des bisous, bravo, bisous à toi. Et rejoue à Tiny Rogue, parce que je ne joue pas à ce jeu, mais j'ai plaisir à le découvrir à travers tes parties. Quand même incroyable ce jeu. Bref, ce qui me frustre, c'est que j'ai envie de débattre maintenant, mais où peut-on débattre? Ah bah ça c'est très bien. Alors ça c'est très bien. C'est mon seul objectif. Mon seul objectif, c'est celui-là, c'est donner envie aux citoyennes et aux citoyens de se réapproprier le débat public. Donc si c'est l'envie que ça crée, c'est parfait. C'est que si c'est l'envie que ça crée, c'est que je travaille bien. Donc je suis très content. Merci. Que les céréales, elles sortent d'Ukraine, pas pour aller chez nous. Mais voilà, j'en peux plus là. Hein. C'est une puissance exportatrice agricole. Il faut qu'elle puisse continuer. Vous savez bien, le blocus qui était prévu à la base, ça devait aller notamment vers l'Afrique. Un petit AOC pour se reposer. Ouais, franchement, ouais. Allez, c'est bon. Là, on en a tiré tout ce qu'on pouvait, hein, les amis. Hop. On s'est bien défoulé. Enfin, on s'est pas défoulé d'ailleurs, on a bossé. Alors, YouTube. On se quitte ici. Voilà, YouTube, on se quitte ici. Je vais passer à l'analyse d'Amélie Oudéa-Castéra, ministre de l'Éducation nationale, qui a donné une interview sur TF1 ce matin. Et il s'avère que TF1 n'autorise en aucune manière la reprise de ses contenus sur YouTube. Donc, la vidéo s'arrête là pour toi, enfin pour vous, YouTubiens et YouTubiennes. Si vous voulez la suite, la VOD est encore disponible pour l'instant sur Twitch. Et n'hésitez pas à nous rejoindre en direct, évidemment, tous les lundis, mercredis et vendredis matin. Salut YouTube, Twitch.